L'épisode d'aujourd'hui est soutenu par l'Union professionnelle des logopèdes francophones. Cette ASBL défend la pratique de la logopédie. Du côté des professionnels, elle assure la défense de leurs intérêts et participe à la revalorisation de ce métier de soins de santé. Du côté des patients, elle se bat également pour faire bouger les lignes afin de garantir l'accessibilité des soins à toutes les pathologies, y compris les troubles du spectre de l'autisme dont nous allons parler dans cet épisode. Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une femme multicasquette, entrepreneuse, éditrice, professeure, mais surtout et avant tout, logopède. Notre logo du jour s'appelle Oriane et elle nous invite dans le quotidien de ce qu'elle décrit comme un métier passion. Après avoir fait ses armes au Québec, Oriane s'est spécialisée dans l'accompagnement d'enfants avec un handicap moteur ou des troubles autistiques. Elle nous raconte la richesse et les spécificités de son métier qui œuvre à offrir une voix à ceux qui en sont privés. Tantôt de passage dans les trajectoires d'une vie de famille, tantôt dans la transmission avec ses étudiants, elle jongle avec les différents aspects de son métier avec créativité et dynamisme tout en gardant son âme d'enfant. Oriane n'en reste pas moins consciente de l'évolution de son métier et des revendications actuelles de cette profession paramédicale qui a bien fait parler d'elle ces derniers mois. Bonjour Oriane. Salut Émilie. Comment tu te sens ? Je me sens bien, je suis ravie d'être là, ravie que tu m'aies invitée à ce podcast. Bienvenue. Je te propose de te présenter et de nous présenter le métier pour lequel tu es là aujourd'hui. Je suis Oriane de Pierrepont, j'ai 35 ans et je suis logopède. Alors, un métier de passion, c'est clair. Je vais pas dire que j'ai toujours rêvé d'être logopède parce que je connaissais pas ce métier petite. Quoique j'ai fait de la logopédie moi-même parce que je plaçais mal ma langue. Mais par la suite, j'ai refait de la logopédie adolescente aussi parce que j'avais des problèmes de voix. Donc là, je vous emmène déjà un petit peu sur les différents aspects de la logopédie. Et puis finalement, ce qui m'a donné l'envie de faire ce métier, c'est parce que je voulais un métier dans la relation d'aide, un métier de l'humain, un métier qui a du sens, un métier a priori avec les enfants, mais pas que. Et puis en fait, c'est chez les guides que ma chef était logopède, et puis c'est en parlant avec elle que je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce métier ? Qu'est-ce que c'est être logopède ? Je dirais que dans la tête du grand public, c'est peut-être justement tout ce qui est dyslexie, tout ce qui est par exemple les enfants qui ont des problèmes de prononciation. Je pense que si je vais dans la rue et que je demande à 10 passants qu'est-ce que la logopédie, c'est peut-être ça qui va ressortir en premier lieu. Mais en fait, c'est bien plus large que ça. Donc la logopédie, c'est vraiment tout ce qui est prévention, évaluation et traitement de la communication et des troubles associés. Mais donc on peut vraiment avoir des patients bébés jusqu'à des patients, des personnes âgées. On peut travailler autour du langage oral, du langage écrit, donc ça c'est lecture-écriture. Puis après ça, on peut aussi avoir tout ce qui est troubles de la communication, suite par exemple à un accident vasculaire cérébral, à un traumatisme. Donc ça, ce sont vraiment tous des troubles acquis qui vont donner lieu à des aphasies. On peut travailler aussi tout ce qui est déglutition, alimentation. On peut travailler dans le monde du handicap. Là aussi, de nouveau, c'est très, très vaste. Donc voilà, j'ai certainement oublié des facettes encore du métier, mais c'est vraiment pour montrer la palette de tout ce qui est possible de faire. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que quand je parle avec mes amis avec qui j'ai fait mes études, en fait, on a toutes des métiers différents. C'est un peu comme des médecins, finalement. À un moment donné, on va se spécialiser. On ne va pas pouvoir tout faire si on veut le faire correctement, si on a envie justement de se former après dans formation continue. Donc on va vraiment cibler, c'est en fonction de ses affinités, en fonction de son expertise, on va... Et toi, tu t'es spécialisée dans quoi ? Oui, alors moi, en fait, c'est un peu aussi la vie qui a fait que... Donc moi, j'ai fait un stage en aphasie adulte. Donc là, c'était vraiment avec
des personnes qui avaient eu un AVC ou un accident de la route ou autre trouble qui faisait en sorte qu'ils ne savaient plus s'exprimer ou qui ne comprenaient plus bien. Donc là, j'ai adoré ça. En fait, c'était pas ce pourquoi je m'étais prédestinée. À la base, c'était vraiment avec les enfants, mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était aussi riche. Donc là, j'ai travaillé en milieu hospitalier et je travaillais avec les patients, mais aussi avec toute la famille. Puis alors, mon autre stage, j'ai travaillé avec des enfants, même des adolescents. Pareil dans le domaine de la neurologie, donc à William Lennox. Et puis après ça, à la fin de nos 5 ans d'études, en fait, il y a une délégation québécoise qui venait recruter des logopèdes parce qu'il y avait pénurie d'orthophonistes. Orthophoniste ou logopède, c'est le même terme, mais on utilise orthophoniste au Québec et en France. Et donc, ils venaient nous recruter avec un boulot sur un petit plateau. C'était quand même assez magique. Donc, moi, je me suis dit, ben oui, franchement, fonçons. Et donc, je suis partie là-bas juste après mes études. Et là, j'allais travailler dans un service 0-5 ans. Donc, vraiment, petite enfance et beaucoup d'aspects, surtout prévention, donc qui ont trait à la prévention. Et donc voilà, là je me suis dit à ce moment-là, ok, c'est vraiment tout à fait différent de ce que j'ai fait en stage. Et je dois dire que les 3 facettes auxquelles j'ai touché m'ont toutes les 3 passionnées. Donc voilà, à partir d'un moment, ben c'est la vie qui fait que aussi on va se cibler peut-être vers un domaine ou l'autre. Et le Québec, là, ça a été vraiment un coup de cœur. Je suis arrivée et je dois dire qu'on nous attendait assez bien comme les messies. Donc, j'étais un peu là, ok, je viens de sortir de mes études. Voilà, je vais prendre mon aise, découvrir un peu tout, enfin, comment se passe le métier au Québec. Et en fait, c'était vraiment génial. Donc, au Québec, la logopède est vraiment l'experte du langage. Et donc, là, j'ai travaillé donc avec des tout jeunes enfants. Il y avait une liste d'attente à rallonge et du coup, ils font beaucoup de prévention. Donc là, on travaillait aussi avec les parents, les professionnels de la petite enfance. Donc, il y a eu pas mal de formations données, par exemple, dans les milieux d'accueil pour les enfants, d'informations pour les parents, de petits cafés papotes, rencontres pour les parents en attente d'avoir un service en logopédie, orthophonie. Et je dois dire que cet aspect-là, vraiment, c'était... je pense que si je devais définir le créneau dans lequel je me sens le mieux, c'est bien celui-là. C'est vraiment l'aspect prévention, transmission aussi, qui fait partie de notre métier. C'est vraiment là que j'ai découvert ça et que j'ai commencé à travailler avec les parents en séance. Donc ça, au départ, ça peut être un peu déroutant, mais moi, j'ai vraiment trouvé ça super riche parce que les parents étaient avec moi en séance dans la salle. Et finalement, les parents, ce sont eux les meilleurs experts de leurs enfants. Et donc, ils pouvaient m'apporter, ben voilà, là, en fait, c'est ça qu'il a voulu dire. Par exemple, quand un enfant, voilà, disait quelque chose de moins compréhensible. Puis aussi, moi, je devais me faire, à la différence d'accent, aux différences d'expression. Je me rappelle d'une petite anecdote où je montrais dans une tâche d'évaluation, donc on va évaluer le langage, puis je montrais à un enfant un seau, et puis l'enfant me dit une chaudière, enfin une chaudière pour être. Et donc là, j'ai dit oui, ok, une chaudière, en me disant qu'il a transformé le che par un se, mais là de nouveau je me dis ok non. Puis la maman me dit ah oui oui si une chaudière c'est un seau au Québec. Donc voilà, là j'aurais jamais pu le deviner parce que vraiment rien à voir chez nous. Et le lien avec la famille, les parents, qui était vraiment inclus de façon... Enfin voilà, c'était autant que les patients, la famille faisait partie du suivi. On évoque souvent le Québec pour toutes les professions paramédicales et la valorisation qu'il y a là-bas, comparé à ici ou dans d'autres pays. Du coup, tu as ressenti ça très fort Oui, j'ai ressenti ça très fort. Je trouvais vraiment qu'ils étaient à la pointe et à la fois super humbles dans leur façon d'aborder les choses. Oui, c'est un environnement waouh, dans le sens... la façon dont ils vont considérer aussi les métiers paramédicaux. On est l'expert de son domaine et le médecin va vraiment nous donner l'expertise de cette discipline-là. Et lui va se placer un peu en généraliste de toutes les autres disciplines paramédicales, en fait. Donc, c'était assez bien déstabilisant, mais dans le bon sens. C'est sûr qu'on va pas dire que tout est bisounours non plus, voilà, le fait qu'il y ait des listes d'attente énormes, c'est surtout peut-être dû au territoire qui est super vaste, mais aussi peut-être au fait que voilà, on ne prend pas beaucoup de patients sur une journée. Moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, ben, en Belgique, on envoie 10, 12 sur la journée. Moi, ce qui ne me convient pas personnellement. Mais au Québec, je me disais, bon, 3, 4, peut-être que je peux pousser jusque 6. Mais à la fois,
c'est vraiment ça que j'ai adoré. C'était le fait de pouvoir vraiment avoir ce temps de qualité, le temps de qualité en amont de ma prise en charge, en aval aussi, donc de pouvoir préparer, puis après en discuter avec les parents, voir qu'est-ce qui pourrait être repris à la maison pour avoir un transfert de pratique, parce que c'est beaucoup plus riche que juste ce qu'on fait dans notre bureau. En fait, moi je me dis toujours, en fait, si on voit les enfants une fois, deux fois, allez, dans l'idéal 3 fois par semaine, c'est pas nous qui allons changer les choses avec on n'a pas de baguette magique, on n'a pas le pouvoir de faire évoluer les choses en peu de temps comme ça. Donc c'est vraiment avec le partenariat parental et la synergie entre les différents professionnels de la santé qu'on va arriver vraiment à faire évoluer le patient. Et donc là, moi, j'ai envie de dire que voilà, ils ont tout compris pour ça. Et je trouve qu'en Belgique, vraiment, ça évolue dans ce sens-là aussi. Il y a beaucoup plus de partenariat avec les parents. Au tout départ, il y a un remboursement par l'INAMI de nos séances de logopédie. Et au départ, il n'y avait pas de remboursement pour le suivi avec les parents, donc la guidance parentale ou l'accompagnement parental. Et maintenant, on a un code pour ça. Donc, c'est sûr que je trouve que les choses bougent en ce sens-là. Et tu es rentrée du Canada, le cœur lourd, avec après combien de temps? Après 2 années, de magnifiques années. Bon, on va pas se mentir, on s'est rencontrés là-bas, Oui. donc je te connais un petit peu. Et je me souviens justement de cette secte d'orthophonistes, la gang comme vous l'appeliez, avec des orthophonistes dans tous les sens. C'est vrai. Tu es rentrée comment? Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Ah, ça m'a transformée, ça m'a forgée, ça m'a nourrie, ça m'a construite en tant que professionnelle, je pense vraiment. Alors c'est vrai que notre gang de Québec, comme on l'appelle, on était plein d'orthophonistes et puis les non-orthophonistes devaient dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je confirme. Parce qu'on est souvent passionnés dans ce genre de métier, dans notre métier, donc c'est sûr qu'on avait on arrivait tout avec les anecdotes de la semaine avec nos patients, avec qu'est-ce qu'on allait faire pour, enfin voilà, ou alors un problème qu'on a rencontré, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour y remédier, etc. Et quand je suis rentrée, on est rentré vraiment par décision personnelle. On était ravis de retrouver la Belgique parce qu'on s'y sent hyper bien aussi. Mais c'est sûr que moi, j'ai dû faire un petit réajustement par rapport au rythme de travail, d'enchaîner les patients. Moi, je ne sais plus du tout alors ce que je fais avec l'un puis avec l'autre. Enfin, j'ai vraiment besoin de me poser. Je sais faire plus que 4 patients par jour par rapport au Québec, donc je pense qu'il y a vraiment un juste milieu. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir du temps de préparation, du temps pour penser, en fait, pour penser sa prise en soin, pour penser ses objectifs. Le fait de s'accorder aux intérêts du patient, parce que c'est comme ça, si un patient motivé, en fait, on va pouvoir lui faire faire tout ce qu'on veut finalement. Alors qu'un patient qui est là et qui sait pas pourquoi il est là, s'il y a pas de sens pour lui, si c'est pas adapté à ce qu'il aime, on va aller beaucoup moins loin. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire à ce niveau-là, parce qu'on se rend pas compte de l'ampleur en fait du travail qu'on a en tant que logopède. Ouais. Mm-hmm. C'est pas juste en fait la séance qu'on a avec le patient, il y a vraiment énormément en amont et puis en aval aussi quand on fait nos notes de suivi, quand on fait des rapports suite à un bilan avec l'enfant ou avec le patient, il y a énormément de travail. Et pour le moment, les logopèdes se soulèvent pour ça, pour une fois. Pour une fois, je pense, notre profession, je pense qu'on est... Les logopèdes, je sais pas si le terme bisounours est adéquat, mais c'est vrai qu'on se dit, voilà, on adore notre métier. Parfois, moi, on me dit dans mon entourage, mais en fait, tu travailles... Enfin, tu travailles pas, en fait, tu fais ce que t'aimes, et puis, tu joues toute la journée. Alors, oui, c'est vrai, avec plein d'objectifs derrière, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est ça qui... c'est pas mon gagne-pain avant tout, en fait. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime. Et accessoirement, c'est quand même ce qui doit me faire aussi gagner ma vie. Et je pense qu'on est beaucoup à être dans cette dynamique-là, donc on n'a pas beaucoup bougé par rapport à ça. Et là, maintenant, on a envie de revaloriser aussi notre profession. Je pense qu'il y a quelque chose de très homogène aussi dans le milieu paramédical. Pour le moment, c'est assez partagé par les autres professions aussi. Mais de dire que voilà, on travaille dans le social, on travaille dans le milieu de la santé, on travaille pour nos patients dans l'humain, mais en fait c'est sûr que je pense que revaloriser ces professions-là, ça a tout son sens. Déjà pour ne pas que la profession ou que les motivations s'épuisent aussi, parce que c'est quand même ça reste quand même un travail avant tout, même s'il y a de la passion derrière. Le combat, c'est quoi? C'est un financement plus juste, plus de remboursement, de meilleures conditions? Oui, c'est surtout une revalorisation salariale, mais tu vois, même je suis pas à l'aise de parler de ça, c'est rigolo. C'est vraiment quelque chose qui, dans notre métier,
on fait Passe passer en après, quoi. second plan. Oui, mais je pense que là, on a raison de pouvoir, de vouloir aller dans ce créneau-là. Mais oui, pour le remboursement aussi des patients, il y a plein de sujets qui peuvent être, qui doivent être menés et qui doivent être remontés aussi au niveau politique. Comme quoi, par exemple? Mais par exemple, moi, ben, en fait, mon domaine d'action, c'est vraiment le handicap. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'autisme. Là, je travaille aussi avec des patients qui ont une déficience intellectuelle, qui ont un handicap moteur. Mais typiquement, ce sont les patients qui ont le moins de remboursement. Après, je parle de ce que je connais aussi, hein, c'est beaucoup plus vaste que ça, mais j'ai en fait la plupart de mes patients qui ont le remboursement, ce sont des patients qui ont des petites difficultés en fait, quand on fait l'évaluation, enfin des petites difficultés, il n'y a pas de petites difficultés en soi, chaque patient a le droit à avoir de la logopédie, mais par contre au niveau du remboursement, quand on a des difficultés qu'on rencontre par exemple au niveau scolaire, au niveau de la lecture, de l'écriture, ben là on va pouvoir avoir un remboursement et c'est tout à fait nécessaire et à juste titre remboursé. Mais quand on a un handicap beaucoup plus lourd, en fait on considère que la prise en charge se fera dans une école spécialisée et donc ça c'est vraiment antinomique en fait parce que ce sont des enfants qui ont des troubles massifs et pour lesquels on peut pas obtenir de remboursement. Donc alors, on peut pas avoir de remboursement pour tout, mais on pousse quand même pour qu'il y ait, voilà, de façon plus large, que les parents, la famille puissent être assistés pour pouvoir suivre leurs enfants. Et donc, tu t'es spécialisée dans le handicap pour les enfants quand tu rentres du Québec après 2 ans. Quelles ont été tes opportunités de travail? Oui, donc moi, si je devais définir ma spécialisation, c'est ça, c'est vraiment le secteur du handicap. J'ai beaucoup travaillé en autisme et après ça, en fait, du coup, je suis tombée, par hasard, entre guillemets, dans un boulot, je me suis plus spécialisée dans le handicap moteur. Moi, c'est travailler avec les enfants en fait, tous les enfants sont en situation de handicap quand on a des difficultés à parler, hein, donc, mais ici, avec le handicap peut-être un peu plus lourd, ce que j'adore dans ce métier, c'est qu'on a des leçons de vie chaque jour. Les enfants sont vraiment nous apporte énormément. C'est vraiment à double tour. C'est hyper gratifiant. Alors, il faut accepter le fait qu'on avance moins vite. Et ça, moi, j'ai dû faire un travail sur moi-même parce que je suis quelqu'un de dynamique et j'ai envie que les choses avancent. Et quand on a des objectifs avec ces enfants-là, on va vraiment avancer par micro-objectifs. On va pas gravir l'Everest direct. On va vraiment faire plusieurs paliers pour arriver là où on veut arriver. On ne sait pas si on arrivera d'ailleurs, mais on met toute notre énergie et tous les moyens qu'on a à notre disposition pour emmener l'enfant le plus loin possible avec sa famille. La base de notre métier, c'est vraiment de communiquer puis de donner une accès à une communication à tous. Et c'est là que je trouve que le secteur dans lequel je travaille est super enrichissant. C'est sûr, c'est vraiment comme ça qu'un être humain se définit. Même un enfant, et surtout un enfant à profil autistique qui va être dans une relation différente à l'autre, mais il faut qu'on lui donne ces moyens-là, que ça soit par un système gestuel, que ça soit par une synthèse vocale, par des pictogrammes. Il y a plein de façons d'entrer en contact, mais c'est vraiment juste essentiel de leur donner une voix, en fait. Tu te souviens de petites victoires que tu as eues avec des enfants avec des troubles autistiques Oui, plein. C'est toujours une victoire commune, en fait. J'ai suivi un enfant, donc en indépendant, un enfant avec trouble du spectre autistique qui est arrivé chez moi, qui avait plus ou moins 4 ans, qui ne parlait pas du tout, donc vraiment non-verbal. Et on avait dit qu'il ne parlerait jamais. Alors, parfois, c'est des choses qu'on peut encore entendre. En fait, on sait pas, en fait. On ne peut pas affirmer ça, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, moi, c'est toujours ce que je dis aux parents aussi, c'est que je ne sais pas s'il parlera, je ne sais pas quand il parlera, mais de toute façon, ce qu'on va faire, c'est lui donner une voix, comme je disais tout à l'heure, c'est lui donner un moyen de rentrer en communication. Ça, c'est juste la base et c'est juste ce qui est essentiel. Et ce petit loulou-là, il a fallu du temps avant de rentrer en relation. Donc, on a trouvé la porte d'entrée ensemble avec la maman et puis en fait s'est installée une relation assez magique. D'abord les sons sont arrivés et puis après les mots et puis après les phrases. Alors il ne parle pas comme nous maintenant, mais il arrive à se faire comprendre et à communiquer. Il a commencé à parler à 5 ans. En fait, il avait un développement langagier d'un enfant de 1 an plus ou moins et puis maintenant il est rentré dans l'écrit aussi. Donc en fait, ça aussi, ce que je trouve passionnant, c'est qu'on disait, mais non, cet enfant parle pas, on va pas le confronter à l'écrit. Eh ben, si, justement, fois 1000, c'est justement ce qu'on va faire, c'est qu'on veut pas creuser le fossé, c'est que justement, on va l'éveiller à tout ce qui est entré dans l'écrit, au précurseur de l'écrit,
aux lettres, aux sons, au lien entre les deux, au plaisir de lire, d'écrire, aux livres en fait aussi, parce que ça, je pense que c'est une autre de mes passions, mais c'est tellement une belle entrée en matière, une belle porte d'entrée avec plein d'enfants. Et en fait, lui, il est rentré dans l'oral via l'écrit en fait. Et donc ça, c'était juste magique. Et en fait, il a aussi adhéré vraiment à cette approche via le langage écrit. Et alors, sa maman était juste extraordinaire parce que je veux dire, c'est elle aussi, enfin c'est eux, sa famille entière qui a aussi mobilisé énormément d'énergie pour ça. Parce que moi, comme je disais tout à l'heure, je le vois 3/4 d'heure par semaine. Moi, je vais rien pouvoir faire toute seule avec ce 3/4 d'heure-là. Donc c'est ça qui est génial, c'est que la maman était en séance. Je me suis dit là, moi je fais ma logopédie à la québécoise. La maman elle vient en séance et on a fait ça ensemble. Et cette maman avait plein d'idées. Il y a parfois où c'est elle qui amenait en disant ah, tiens j'ai pensé à ça. Donc je dis ah oui génial. Alors on va créer du matériel pour voilà pour lui faire acquérir tel objectif. Donc voilà je pense que lui c'est un patient qui m'a fort marqué. Mais il y en a d'autres. Donc c'est super chouette. Il y a des trajectoires comme ça de vie. Avec nos patients. Et en fait, on fait partie de la vie de ces familles, en fait. Donc moi, c'est pour ça que j'ai toujours gardé une petite casquette d'indépendance, c'est parce que le contact avec ces familles, le lien qu'on peut avoir, est juste incroyable. Et alors après, travailler en multidisciplinarité dans une équipe, donc pas forcément en indépendant, mon autre casquette, du coup, ça c'est très très riche aussi parce que peut-être qu'on voit moins les parents, mais par contre, on a une richesse dans le lien entre les paramédicaux qui est juste unique. Parce que quand on est indépendant, on doit prendre son téléphone, appeler le kiné, appeler l'ergo, appeler l'enseignant pour avoir les infos. Alors on le fait, mais c'est sûr que c'est pas la même chose que de travailler tous au même endroit et de pouvoir avoir des objectifs communs pour un patient. Dans quel état d'esprit tu te mets quand tu travailles avec des enfants? Encore plus des enfants autistes, c'est encore plus, j'imagine, challengeant. Est-ce que tu te mets un peu d'égal à égal? Comment est-ce que tu fais? Moi, ce que j'adore, en fait, dans le fait de travailler avec des enfants, c'est que tu restes toi-même un enfant. Et je crois que je pense pouvoir dire que je sais rester un enfant. D'ailleurs, on me demande souvent à quoi tu as joué aujourd'hui. Ben oui, en fait, c'est ça notre métier aussi. En fait, oui, avec le jeu, on arrive à avoir déjà la relation avec l'enfant et puis la motivation aussi. Donc oui, je me place d'égal à égal, mais c'est sûr que voilà, je sais ce que je fais derrière, j'ai tous mes objectifs derrière, je sais où je vais. Mais ce que j'adore aussi, c'est pouvoir, et ça, je pense pouvoir le faire depuis avec les années de pratique. Parce que quand on commence, on a nos objectifs, on sait ce qu'on veut faire, puis quand l'enfant amène quelque chose, on est parfois un peu déstabilisé, on se dit ah, c'est pas ça que j'avais prévu, on sait pas trop comment rebondir. Maintenant, ce que j'aime, c'est en fait quand l'enfant amène quelque chose, pouvoir rebondir et pouvoir le laisser m'emmener vers là où il veut aussi. Parce qu'en fait, c'est lui le centre de la prise en soin et c'est lui qui finalement détient les clés aussi pour pouvoir avancer le plus loin possible. J'imagine que tu rentres un petit peu dans le quotidien des familles et l'intimité des familles avec des challenges qui doivent pas toujours être évidents à vivre. Comment est-ce que toi tu vis ça personnellement? Je pense avec le temps, en fait, on fait beaucoup d'intervisions aussi entre nous. On appelle ça intervision, mais on fait des groupes papotes entre logos pour justement pouvoir déposer certaines choses aussi. Parce qu'on va pas toutes ramener ça chez nous dans nos familles. Voilà, on peut parler de certaines choses plus compliquées. Mais il y a certaines choses qu'on se comprend entre nous dans notre communauté aussi. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup à traverser certaines choses plus compliquées. Parce que oui, c'est sûr que dans le monde de la logo, on peut aussi être confronté à des décès parfois. Mais le monde du handicap, oui, parfois peut faire peur, je pense. Mais c'est tellement... on se sent tellement fondamentalement humain, en fait, en fait, on revient à l'essentiel. Ça peut paraître peut-être bateau, mais c'est tellement vrai. Ce sont des enfants qu'on peut suivre, en fait, sur des années. Et à chaque fois avec des nouveaux objectifs, des nouveaux challenges, des nouveaux défis. Parfois, oui, sinon c'est ça qui est riche aussi, je pense, dans ce secteur-là. Oui. Mais en fait, ça c'était une de mes questions quand j'ai commencé. Je me suis dit tiens, est-ce que j'arriverai à avoir en fait les épaules pour ça, parce que parfois on accueille aussi pas mal de souffrances. C'est pas tous les jours simple non plus. Alors moi, ma clé, c'est qu'en fait, je peux pas travailler 5 jours semaine avec des patients. Mais ça, c'est ma clé personnelle. Je m'en suis rendu compte au fil des années. C'est qu'en fait, j'ai besoin d'une soupape aussi. Parce que quand je suis avec mes patients, j'aime être à fond. Je crois que je suis quelqu'un d'entière. Et donc, du coup,
Bah, du coup, je préfère être à fond 3 jours semaine et faire autre chose les deux journées restantes. Je me sens super bien dans un équilibre avec des patients et puissants. Quand je dis ça peut être dans le domaine de la logopédie quand même, hein, mais ça peut être du coup de la formation aux enseignants, aux puéricultrices, enfin aux accueillants. Donc voilà, d'autres pans du métier qui font partie aussi finalement du métier de logopède. Mais je dirais que la relation patient 1-1, j'aime pouvoir avoir une soupape pour pouvoir avoir assez d'énergie. Parce que oui, c'est challengeant, mais c'est tellement enrichissant. Tu parles du partenariat avec le patient. Tout à l'heure, tu parlais du partenariat avec les autres disciplines. Tu es entouré de quel genre de métier? Ben en fait, la logopédie, elle se situe vraiment au carrefour de plein de disciplines paramédicales et aussi au carrefour de l'enseignement finalement. Les logopèdes, elles sont amenées à collaborer très très fréquemment avec des kinés, avec des ergothérapeutes, avec des psychologues, beaucoup, des neuropsychologues. Donc vraiment les professionnels de la santé, les médecins, les pédiatres, les neuropédiatres, les ORL. Donc clairement, ça c'est les professions avec lesquelles on collabore beaucoup et aussi les enseignants en fait. Donc ça c'est clair que moi j'adore aussi le contact avec les enseignants parce que eux ils vivent dans leur classe, ils sont pas en individuel, mais le but est que ce qu'on fait en individuel puisse se transférer en groupe, classe. Et donc tout l'intérêt de collaborer avec des enseignants, il y a des enseignants tellement extraordinaires pour ça. Chacun a sa casquette et a son expertise et le fait de pouvoir s'enrichir l'un l'autre en fait, de pouvoir enrichir nos disciplines. Tiens, l'ergo qui me dit tiens en fait il faudrait le positionner comme ça, il sera beaucoup plus disponible pour les apprentissages. La neuropsy qui me dira tiens en fait il a des difficultés d'attention, concentration, tu pourrais utiliser ça comme astuce ou comme technique pour qu'il soit plus disponible. C'est en aménageant aussi notre cadre en tant que logo que ça sera plus efficace. Donc moi j'espère pouvoir aussi en fait donner des pistes aux autres professionnels concernant le langage, la façon dont on s'adresse à l'enfant et moi je m'enrichis de ce que eux amènent dans les autres disciplines. Donc tes différentes casquettes, il y en a quelques-unes depuis, après, depuis quasi 10 ans. Là, oui, au fil du temps aussi, il y en a que je prends, que je remets au vestiaire, que je reprends, mais selon les moments de ma vie. Mais oui, il y a plusieurs casquettes. Tu es passée par l'université? Oui, donc là où j'ai été assistante, ça j'ai beaucoup aimé en fait cet aspect de transmission aux étudiants et cet aspect de pouvoir parler de ma clinique, parler de mon quotidien de logopède aux futurs logopèdes. Donc c'est aussi un aspect du travail que j'aime beaucoup, c'est arriver à booster la confiance en soi des étudiants, à les amener sur des pistes auxquelles ils n'avaient pas pensé, discuter. Puis moi, je reçois énormément aussi de leur part. Ils sont tellement créatifs, tellement plein d'idées aussi, que c'est dans les deux sens. Mais cet aspect de transmission, j'aime beaucoup parce que du coup, c'est vraiment parler de ce que je fais dans mon bureau aussi, en fait. Parler du savoir-faire, mais du savoir-être aussi, donc de tout ce qui est en lien avec la relation, justement, de pouvoir gérer quand il y a des difficultés, accueillir les émotions qu'on peut avoir quand on travaille dans le milieu du handicap ou dans d'autres milieux, hein. Enfin, en logopédie, de façon générale, on peut rencontrer des situations plus délicates, plus difficiles, mais comment est-ce qu'on va faire avec ça? Comment est-ce qu'on va gérer ça? Et dans cet aspect transmission, il y a aussi tout ce qui est le travail avec les accueillants en crèche, les enseignants aussi. Donc, ces aspects d'échange de pratiques est super enrichissant aussi. Et justement, tant qu'on est dans la transmission, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer aux étudiants? Étudiants et étudiantes qui nous écoutent. Est-ce que tu as justement envie de transmettre quelque chose? Que c'est un métier de passion, qu'on fait ça vraiment parce que je pense que c'est quelque chose qui doit nous animer en fait. C'est pas un métier où on se dit ok je vais gagner ma vie aujourd'hui, même si on doit la gagner. C'est aujourd'hui, je vais travailler en fait avec des humains, des personnes, que ce soit des enfants, des adultes. Et ma journée sera pas la même. Le soir, elle est pas la même que le matin parce que on s'est nourri de toutes ces relations. Donc, c'est un métier fondamentalement de relations. Tout à l'heure, j'évoquais le fait, oui, de pas pouvoir, enfin, que je me demandais si j'allais avoir les épaules aussi pour accueillir la souffrance des patients. Oui, en fait, c'est vraiment cette empathie qui va se développer avec le temps, je pense. C'est d'apprendre à accueillir les émotions des patients, des familles.
mais pouvoir aussi en faire quelque chose et pouvoir référer aussi quand c'est nécessaire, parce qu'on n'est pas psychologue non plus. Mais oui, en tout cas, il y a besoin de logopèdes. Il y en a jamais trop. C'est un métier qui est passionnant, qui est multifacette. On a besoin de plein de personnes motivées pour ce beau métier. Un monde sans logopède, ce serait quoi pour toi? Mais en fait, il y a certaines personnes qui n'auraient pas accès à la communication. Et je disais tout à l'heure, en fait, c'est un droit fondamental. C'est presque c'est juste leur donner une voix. Donc, franchement, c'est une jeune profession, mais c'est une profession essentielle. Et je pense qu'à tout moment dans une existence, on peut être amené à rencontrer une logopède. Et quelles sont, selon toi, les qualités à avoir pour être logopède? Ou à construire petit à petit, évidemment. Ouais, je pense qu'il y a des choses qu'on peut avoir en soi, mais il y a plein de choses qui se construisent aussi avec la profession. Donc, moi, on m'avait dit, si tu veux être logopède, il faut vraiment être créative. Puis je m'étais dit, waouh, est-ce que je suis créative? Et en fait, moi, je me suis rendu compte que la créativité, c'est tellement vaste, on peut être créatif de plein de façons. C'est pas parce que on ne sait pas, par exemple, moi, je sais pas dessiner, je vais pas avoir une créativité manuelle, mais je vais avoir une créativité dans les histoires, dans plein d'autres choses. Donc, je pense que tout le monde a une part de créativité en soi. Donc, faut pas se dire, je vais pas être logopède parce que je suis pas créatif, parce que j'ai déjà entendu ça. Mais je pense que c'est une qualité qui va se construire avec le métier. Je pense une capacité de remise en question, parce que c'est non-stop. En fait, on se remet toujours en question dans ce genre de métier. Si le patient n'avance pas, pourquoi? Alors, est-ce que c'est moi qui dois adapter mes stratégies, les activités que je propose à l'enfant? Est-ce que c'est chez l'enfant que j'ai pas pris la bonne porte d'entrée, ou est-ce que c'était l'enfant qui était pas disponible? Donc, la flexibilité aussi, je pense, pouvoir rebondir en fonction de ce que le patient amène. Et si je dois dire une autre qualité, l'écoute, vraiment une écoute active et une capacité d'entrer en relation à l'autre, une ouverture pour développer cette relation à l'autre. Tu nous parlais de tes différentes casquettes, donc là on a parlé de la formation, la transmission, et puis après il y a une autre facette génialissime que tu viens de lancer, enfin il y a quelques mois, années peut-être maintenant, années déjà, qui est l'édition de livres pour enfants et professionnels aussi. Tu peux un peu nous en parler? C'est un projet qui a mûri vraiment pendant de longues années. Je pensais tellement pas qu'on en serait là où on est maintenant. J'ai toujours adoré écrire, moi, depuis toute petite. C'est quelque chose qui m'anime énormément et j'ai fait de la place pour cette facette-là dans ma vie de logopède. Et comme ça tombe bien, je disais que j'avais pas envie d'être logopède à temps plein, mais voilà, c'est ça mon autre facette. Mais donc on a lancé les éditions Marmotton en octobre 2019. C'est parti donc d'un premier texte que j'avais rédigé au Québec et qu'avec mes collègues, ça avait été envoyé dans une maison d'édition québécoise, une petite maison d'édition, enfin une belle maison d'édition, mais ciblée sur l'éducation. Donc là, il y avait deux petites histoires qui étaient parues et puis en fait, en rentrant en Belgique, je me suis dit mais en fait, j'ai envie de continuer à écrire, ça m'anime, mais vraiment tellement. Et puis finalement, j'ai trouvé une illustratrice parce que autant j'aime écrire et j'adore ça, autant alors dessiner c'est pas du tout mon truc. Et donc quand j'ai trouvé l'illustratrice donc Colombe qui fait partie de l'aventure Marmotton, on s'est trouvés, on est très 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 différentes et c'est ça qui est super riche. Au départ, on s'est dit on va envoyer notre première histoire à une maison d'édition, puis en fait très vite on s'est dit mais non, on n'a pas envie. On a envie d'être entrepreneuse, en fait. On a envie de lancer notre propre bébé. On a envie on a envie de garder tout en main parce qu'on avait, au fil des années, puisqu'on a vraiment maturé ça sur de longues années, on avait développé tout un concept et on avait envie de le garder tel quel. On avait envie qu'il y ait une postface d'un professionnel vraiment du domaine abordé parce qu'à chaque fois, on essaye d'aborder des thématiques. C'est des éditions Marmotton, des histoires pour que le monde tourne plus rond. Donc, on a vraiment envie que ça soit des sujets sociétaux, des sujets en lien avec l'éducation et parfois plus légers aussi. Enfin, ça doit rester léger. Mon mari a aussi mis sa patte dans l'histoire parce que lui fait de la musique et donc du coup, il a dit « Ah, mais tiens, je ferais bien une chanson en lien avec les livres ». Et donc, tout ça l'un dans l'autre, en fait, on s'est dit, là, en fait, on a notre concept à nous et on n'a pas envie qu'on nous dise, tiens, on doit écrire sur telle thématique. Et ça marche super bien et on est super contents. Vous en êtes où, là? Là, on en est à notre 4e livre. Donc, il y a un livre par an, plus ou moins, parce que le but est que ça reste aussi une passion et pas qu'on se transforme en machine à livres. C'est un métier qu'on s'est un peu improvisé, du coup. Mais en fait, c'est très chouette parce que, on va à la rencontre des libraires, des magasins de jeux, parce qu'on, par idéal aussi, pour coller à nos valeurs aussi. Et ça aussi, on s'attendait pas à un chouette retour comme ça. Un accueil chaleureux. Et puis, mais globalement, on est super content des retours qu'on a. Donc voilà, c'est
des petites histoires du début, on en est à des animations. Il y a du coup, dans les classes aussi, maintenant, les enseignants demandent qu'on fasse des animations dans les classes. Donc ça, c'est génial aussi parce que, en fait, ma casquette de logopède, elle me sert aussi vraiment pour ça. Et quelque part, il y a un aspect aussi très chouette d'être en contact avec des enfants aussi tout venant, finalement, qui ont pas, qui ont des difficultés comme tout un chacun, mais voilà, qui n'ont pas forcément un parcours parfois lourd aussi. Donc c'est un aspect léger aussi du boulot. Donc oui, on est vraiment content de cette belle aventure. Et la richesse de vos livres, c'est que ça parle autant aux enfants qu'aux parents, qu'aux professionnels. Je pense que c'est là que vous avez trouvé le bon créneau. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il y ait vraiment cette double lecture pour les enfants et pour les adultes qui les entourent. Mais sans côté, on n'a pas du tout envie d'avoir un côté moralisateur ni rien. C'est vraiment, on veut que ça reste voilà, des sujets de discussion si on a envie. Il y a juste aucune obligation, mais c'est vrai que dans les sujets qu'on aborde, c'est vraiment l'idée de pouvoir en discuter après avec les enfants. Les 4 livres, tu peux nous donner les titres et puis nous dire les thématiques que vous avez abordées? Oui, donc il y a Plus vite Elliot, nom d'une carotte. Là, c'est sur la pleine conscience de façon générale. Donc un petit lapin qui est dans une famille de lapins où tout va très vite forcément chez les lapins. Et lui, il est très contemplatif, il aime prendre le temps. Et en fait, il va vraiment partager ce talent avec sa famille. Et en contrepartie, sa famille lui dit, mais parfois, pour ne pas arriver en retard, il faut aussi faire des petits bonds de lapin. Donc ça, c'est le premier livre. Parce que je pense que j'étais un Elliot petite, donc c'est ça qui, quand j'écris des histoires, c'est souvent sur des sujets qui m'animent, pas forcément que j'ai vécu, mais des sujets qui viennent me chercher et que j'ai envie de transmettre. Le deuxième livre, c'est Jules le jardinier, un coup de pouce pour Clochette. Donc le pouce est poussé comme une fleur. Donc un jardinier qui s'occupe d'une petite jacinthe qui ne fleurit pas comme elle devrait, en tout cas pas comme les autres. Et donc il va rencontrer Botanicus, qui est en fait le pédiatre. Donc cette histoire-là, elle est vraiment plus rédigée avec ma casquette de logopède et plus peut-être un peu plus spécialisée. Et donc Botanicus va renseigner Papote à Jules et sa petite Jacinthe. Et Papote, ce n'est autre qu'une logopède. Et donc voilà, ensemble, ils vont trouver des pistes pour faire fleurir la Jacinthe. Et de nouveau, j'insiste sur le ensemble parce que c'est pas la logopède qui va trouver les pistes toute seule. C'est vraiment ensemble avec les autres complices du jardin qui vont pouvoir faire fleurir cette petite Jacinthe. Et donc, on parle d'ergote, l'ergot, on parle de psychomotie, la psychomotricienne ou le psychomotricien. On parle de Monsieur Tournesol, l'enseignant. Donc voilà, on essaye de mettre en fait tous les acteurs avec lesquels on entre en interaction en fait quand on a une petite Jacinthe qui ne fleurit pas, et c'est le parallèle avec un enfant dont le développement du langage est difficile, et le lien aussi avec la confiance en soi. Donc ça, c'est le deuxième. J'ai une grande amie qui est institutrice primaire qui, elle, dit, en fait, moi, je le lis après mes bulletins. Et moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, elle dit, mais tout le monde est clochette à un certain moment donné. En fait, tout le monde, dans la vie, rencontre des situations de défi. Et là, je l'ai abordé sous l'angle du langage. Mais en fait, ça peut être la motricité, ça peut être juste à un moment de ma vie, j'ai des difficultés dans tel domaine où je rencontre un défi. C'est aussi la confiance en soi en filigrane dans cette histoire-là. Mais je pense que chaque enfant va pouvoir se retrouver dans cette petite clochette à un moment ou un autre, ou alors pouvoir mieux comprendre certaines petites clochettes de leur classe, par exemple. Il y a un côté aussi déculpabilisant, entre guillemets, qu'on ne doit pas être forcément malade ou avec un gros problème pour aller voir oui, tout à fait. Des paramédicaux. Oui, tout à fait. Et donc ça, je trouve que ce livre-là apporte aussi cette notion. Oui, et puis il y a aussi un peu l'aspect prévention. Donc on dit en fait même les bourgeons peuvent aller chez Papote parce qu'en fait là on est dans un aspect prévention. Donc c'est parfois simplement pour juste rassurer en fait. C'est juste, j'ai souvent des coups de téléphone de mon entourage, d'amis ou quoi qui me demandent tiens avec mon enfant je me pose telle question au niveau de son langage et tout. Je dis mais en fait dans la majorité des cas, tout se développe et chacun a des rythmes différents. On investit le langage, on investit la motricité selon le profil d'enfant aussi. Mais parfois, ça rassure juste d'avoir un avis de professionnel ou bien un avis d'amis aussi. Hein, mais je veux dire, voilà, oui, c'est vrai que ça ouvre peut-être cette piste-là aussi. Et puis alors, le troisième livre? Le troisième livre, là, il m'anime aussi tout particulièrement. Là, c'est sur les personnes en situation de migration.
Alors, on va dire un sujet très d'actualité, tristement d'actualité, mais qui a été écrit bien avant tout ça, parce que ça a toujours existé. Mais nous, je pense que c'est parce qu'on a accueilli chez nous, du coup, des personnes en situation de migration que c'est venu résonner aussi très, très fort chez moi. C'est surtout deux personnes qui m'ont beaucoup apporté quand ils sont venus chez nous. Et on a beaucoup parlé, c'était un enseignant justement d'Érythrée qui avait ses enfants qui étaient restés au pays. Et en rigolant, il me disait que je lui apprenais le français. Il m'appelait ma petite logopède pour son apprentissage du français. C'est lui qui a fait en sorte qu'en fait, je me suis dit, j'ai envie d'écrire une histoire là-dessus pour continuer à mettre ma toute petite goutte dans cet océan de solidarité. Donc oui, j'ai écrit l'histoire d'un petit koala qui doit fuir son habitat sous un angle écologique parce qu'en fait c'est sa forêt qui brûle et donc du coup il n'a pas le choix que de partir. Et donc il va en fait faire le tour du monde, il va passer par tous les continents. Mais ici c'était l'idée d'avoir quelque chose de réaliste, mais avec des animaux pour que ça soit quand même doux. Mais les enfants font le parallèle. Et donc ce petit koala, en fait, il va passer d'un continent à l'autre. Et donc dans chaque continent, il va rencontrer un animal qui va l'aider et puis un animal qui va lui mettre, c'est pas des bâtons dans les roues, mais qui va soit qui ne va pas l'accepter ou soit qui va se dire oh je voudrais bien mais je sais pas comment faire. Donc on a vraiment aussi toute cette ambivalence de je voudrais bien mais je sais pas comment. Et en fait, il va traverser le monde. Alors, le trajet est très long. J'aurais pu faire un trajet plus court et pas passer par tous les continents, mais c'était vraiment dans l'idée de montrer que oui, ces trajets de migration sont très longs et sont semés d'embûches et de belles rencontres aussi. Je trouve que c'est une histoire qui doit être accompagnée. Les tout jeunes enfants, parfois, ils percutent pas, puis ils sont juste dans le monde des animaux et c'est super. Mais il y a des enfants beaucoup plus sensibles qui vont être quand même parfois heurtés. Donc, ça reste vraiment... quand même assez léger, bienveillant, etc. Mais c'est dans l'idée vraiment de pouvoir en parler après avec un adulte, de pouvoir déposer aussi les émotions qu'on a eues à la lecture de ce livre. C'est une belle manière d'illustrer tout ce qui se passe pour le moment, de toute façon, qui n'est pas caché aux enfants non plus. Tout à fait. C'est impossible de le cacher. Oui, tout à fait. Donc, c'est une bonne manière d'aborder les choses. Et c'est vrai que dans l'école de mon aîné, là, ils en ont fait une pièce de théâtre. En fait, c'est juste dingue. En fait, c'est génial de voir que des enfants plus grands, parce qu'au début, quand on m'a dit de venir en 5e, 6e primaire, je me suis dit, c'est un album jeunesse, ils vont trouver ça bébé. Alors que la thématique, par contre, ne l'est absolument pas. Et puis après, ben voilà, en fait, quand on laisse les enfants faire, ben c'est juste eux qui ont eu cette idée de mener cette pièce de théâtre. Donc c'est juste magique, en fait, quand on est à l'écoute des enfants et à l'écoute de leurs projets, ce qui peut en émerger. Et alors le petit dernier? Et le petit dernier, comment il s'appelle? Il est fantastique. Donc là, on a fait en fait des mots valises d'animaux, donc un élangouste, une vache cheval, enfin voilà, donc tous des demi-animaux, pour montrer en fait que chacun est unique et chacun est fantastique. Donc c'est un livre qui est accessible aussi aux plus jeunes enfants. Il y a plein de rimes dedans et c'est vraiment dans l'idée que donc que chacun est unique et chacune est unique, mais que les apparences sont parfois trompeuses. Parfois, derrière les apparences, il y a des trésors cachés et qu'on peut aussi creuser, que c'est pas toujours ce qu'on voit en premier, qu'est-ce qui est... Comment est-ce que les professionnels qui peuvent peut-être travailler avec ces livres accueillent les éditions Marmottan? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui manquait? Mais je pense que, enfin, la littérature jeunesse, elle foisonne de pépites. Hein. Franchement, je pense qu'il y a tellement de belles choses. Et nous, voilà, on amène notre touche avec notre patte et puis notre envie d'avoir un univers tout autour de nos livres. Et on se rendait pas compte que ça allait être utilisé autant par les professionnels justement, les enseignants, etc. C'est clair qu'il y a quand même une visée. Colombe est enseignante, a un profil d'enseignante, moi je suis logopède, donc on a ces casquettes-là, mais à la base c'était aussi d'abord et avant tout pour les enfants et leurs familles, et là en fait c'est vrai que le monde de l'enseignement oui, accueille super bien nos livres et on en est ravis. Tout se crée un peu au fil du projet aussi parce qu'on s'est pas du tout dit à l'avance on va aller faire des animations dans les classes, on va tout ça s'est mis un peu au fil de l'aventure, tout comme la petite poupée là justement crochetée. Je trouve ça génial, c'est qu'on se laisse un peu porter par les projets, par l'aventure, et on sait pas du tout en fait de quoi demain sera fait, mais ce qu'on veut c'est vraiment garder la passion et puis le fait de transmettre ce qui nous tient à cœur. Pour terminer le podcast, je propose toujours à l'invité de nous parler d'un livre, justement. Alors, on a bien parlé des tiens, mais est-ce qu'il y a un autre livre ou voire une série ou une musique ou un film qui t'a inspiré et qui peut parler de ce que tu fais au quotidien ou de certaines thématiques que tu travailles? Alors, il y en a plein. Et je sais pas pourquoi, là, je vais prendre ce qui me vient comme ça d'un coup, mais il y a
Mais c'est un livre jeunesse qui s'appelle Nous sommes tous là de Oliver Jeffers. Donc c'est un illustrateur et écrivain qui m'inspire totalement, qui a un univers, enfin des illustrations complètement magnifiques et qui transmet des messages à travers ses livres assez incroyables. Eh bien, mille merci Oriane pour ton passage, bonne continuation. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment ? En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aimemonmétier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt.